Bonjour à tous et donc bienvenue pour ce deuxième webinaire organisé conjointement par la Société française de neurologie, l'Association des neurologues libéraux de langue française et l'Association nationale des internes de neurologie, la NINF. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir un webinaire qui est coordonné par le professeur Jérémy Pariante. Jérémy Pariante est donc professeur de neurologie et responsable de l'unité de neurologie cognitive et comportementale et de l'unité de neuropsychologie au CHU de Toulouse. Bienvenue Jérémy et un grand merci de nous présenter aujourd'hui ce webinaire sur les troubles du neurodéveloppement de l'adulte. Merci beaucoup Céline. Je vais vous partager mon écran dès que c'est possible. Tac. Je pense que ça devrait marcher comme ça. Est-ce que Marine, vous pouvez vérifier? C'est bon? Oui, c'est très bien. On voit ton écran en entier. Donc, parfait. Bon, bonjour à tous. Donc, je suis très heureux de coordonner cette session commune de nos communautés sur les troubles du neurodéveloppement de l'adulte avec mes collègues que je vous présenterai juste à la fin de ce topo et en particulier l'organisation qu'on voulait faire à la fois de manière un peu générale sur les troubles du neurodéveloppement de l'adulte et également de manière un peu plus spécifique sur les troubles du déficit de l'attention avec hyper ou sans hyperactivité. Donc, la première partie de ce que je vais présenter ici, c'est une introduction un peu générale aux troubles du neurodéveloppement. Et puis, mes collègues feront un focus plus particulier sur un trouble particulier qui est le TDAH, comme vous l'avez compris. Alors, peut-être en introduction, de manière un peu générale, il faut se rappeler une chose qui est assez peut-être mal connue par les neurologues et probablement pas assez enseignée dans les DES de neurologie, c'est la question du neurodéveloppement et quelles sont les altérations du neurodéveloppement. Alors, bien sûr, on ne peut pas rentrer en quelques minutes sur tous les détails des troubles du neurodéveloppement, mais je vous ai mis ici ce qui a été publié il y a quelques années dans une revue qui est extrêmement intéressante sur quels peuvent être les troubles du neurodéveloppement, avec soit des modifications cognitives, donc une altération cognitive qui peut être soit focalisée sur un des aspects de la cognition, soit de manière plus générale, c'est ce qu'on appelle globalement la déficience intellectuelle, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de la déficience intellectuelle ce soir, on va plutôt aborder certains aspects neurodéveloppementaux. Il peut y avoir des difficultés dans les manifestations motrices, avec en particulier des difficultés dans la coordination des gestes, dans les difficultés graphomotrices, donc c'est des choses qui sont importantes. Et puis, un troisième point qui est aussi observé dans les troubles du neurodéveloppement sont les manifestations comportementales qui peuvent être, bien sûr, des difficultés dans le contrôle des émotions, de contrôle de l'impulsion, dans des comportements répétitifs, par exemple. Et globalement, l'ensemble de ces symptômes peuvent s'observer dans un trouble du neurodéveloppement. Alors, il y a bien sûr des corrélations anatomocliniques qui sont assez bien décrites, même si au niveau individuel, quand nous, neurologues ou nos collègues psychiatres, ou bien sûr les pédiatres examinent ces patients et leur font faire des examens d'imagerie ou des examens d'électroencéphalographie, le plus souvent, ces examens vont devenir entre guillemets normaux, probablement parce que la résolution spatiale des IRM ou l'analyse de l'EEG n'est pas suffisamment fine pour mettre en évidence ce qui dysfonctionne dans le cerveau de ces patients. Mais le point qui est probablement un point qui est important et qui est vraiment un sujet de débat encore actuel, et on en parlait juste avant ce début de ce chat, c'est l'origine de ces troubles du neurodéveloppement. Et en fait, ce qui est très compliqué, c'est qu'il n'y a pas une étiologie, mais probablement beaucoup d'étiologies qui parfois sont suffisamment importantes ou parfois se combinent pour donner ces manifestations cliniques dans l'enfance et qui peuvent ou non persister à l'âge adulte, ou parfois qui peuvent se révéler à l'âge adulte, et j'en dirai un mot tout à l'heure. Alors bien sûr, il y a la composante génétique qui est vraiment importante, dont on peut parler pendant des heures et qui est pour l'instant un élément qu'on retrouve dans les interrogatoires familiaux, mais qui souvent n'est pas lié à une mutation d'un gène qu'on est capable d'identifier dans nos consultations. Il y a bien sûr d'autres facteurs très importants,
qui sont des facteurs infectieux. Vous avez entendu parler bien sûr du rôle du CMV dans ces troubles du neurodéveloppement qui est extrêmement importante, des questions d'ischémie néonatale, des questions de traumatisme, des questions métaboliques, et puis un point qui est extrêmement important aussi qui est la question environnementale. Et pour tous ces points, eh bien, il n'y en a pas un seul qui ressort plus que les autres, mais c'est probablement la combinaison de ces différents points qui peut donner ces difficultés de neurodéveloppement et d'anomalies structurelles et fonctionnelles du cerveau, puis finalement des difficultés cognitives, motrices et comportementales. Donc il y a vraiment une vision qui est vraiment large en termes d'étiologie, et je crois qu'on a abandonné l'idée qu'il y avait une cause spécifique qui donnait tels symptômes actuellement, et en particulier toutes les pistes de psychodynamie sont bien sûr importantes, mais ne peuvent expliquer l'ensemble des manifestations. Alors, j'ai emprunté cette diapositive à Hélène Ribeiro, qui a travaillé avec nous un moment, qui est quelqu'un qui a été très investi dans les troubles du neurodéveloppement et qui a fait un Master 2 dans notre équipe il y a quelques années à ce sujet-là. Et c'est un résumé qui est bien sûr imparfait, comme tous les résumés, de à quoi correspond ce trouble du neurodéveloppement. Alors, bien sûr, on ne va pas rentrer dans les détails de tout, de tous ces troubles du neurodéveloppement, mais globalement, si on prend le rond ici rose, eh bien c'est les troubles spécifiques des apprentissages, et donc souvent, ceux-ci sont repérés de manière très facile dans l'enfance, à l'école en particulier, donc ça c'est très facile, la dyscalculie, la dysorthographie, la dyslexie qu'on appelle à présent trouble spécifique du langage écrit, donc ça c'est des éléments qui sont très faciles. Le trouble du spectre de l'autisme qui concerne un petit peu moins le neurologue, c'est tous les psychiatres qui s'en occupent. La déficience intellectuelle dont on ne dira pas un mot, les troubles du langage oral avec en particulier donc, ce qu'on appelait avant les dysphasies, et puis les troubles moteurs dans lesquels il y a le trouble du développement de la coordination, la dyspraxie, et puis d'autres choses que vous connaissez, en particulier le syndrome de la Tourette, qui est un point qui est important, et puis le trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité ou sans hyperactivité, qui va être détaillé un tout petit peu plus loin. Alors, ces troubles-là, eh bien, ils sont parfois isolés, parfois associés, et le diagnostic se fait à l'âge adulte, parfois, et parfois également, bien sûr, se fait à l'âge de l'enfance, et on voit des patients à l'âge adulte. Alors, la vraie question, si on prend l'ensemble de ces troubles, c'est pourquoi c'est intéressant pour le neurologue? Pourquoi le neurologue, qui soit dans une unité dédiée à la neurologie cognitive et comportementale, comme c'est le cas de notre équipe, ou que ce soit un neurologue qui fait de la consultation de mémoire, pourquoi, ou quelqu'un qui s'occupe de la cognition post-AVC ou post-trauma crânien, pourquoi c'est tellement important de connaître ces concepts-là? Alors en fait, il y a probablement beaucoup de raisons, mais j'en ai identifié 3 pour vous. La première, c'est peut-être ce que moi j'appellerais le dark side, le truc un peu moins intéressant que le reste. C'est le suivi des diagnostics portés dans l'enfance. Arrive à la consultation un enfant qui est devenu adulte et qui dit, voilà, j'ai été diagnostiqué avec un trouble de la dyspraxie, un trouble développemental de coordination, et j'aimerais que vous m'aidiez pour mon cursus universitaire, ou j'ai eu un TDAH, est-ce que vous pouvez m'aider à represcrire un médicament? On en parlera tout à l'heure. Donc ça, c'est le diagnostic porté dans l'enfance, et à savoir finalement, qu'est-ce qui reste de ce diagnostic à l'âge adulte? Alors, il y a la question de poursuite dans le traitement, et puis des trucs qui sont un peu moins intéressants pour nous peut-être, mais qui sont importants pour les gens, c'est les aménagements scolaires, tiers-temps pour le bac, aide en particulier pour les examens, le contact avec l'université pour les services dédiés au handicap, pour les tiers-temps, pour l'aménagement du parcours de ces étudiants. C'est un service qu'on rend qui est assez administratif, mais qui est d'une utilité extrêmement importante pour l'intégration dans les phénomènes, dans l'université de ces étudiants, et bien sûr l'intégration professionnelle, le lien avec le médecin du travail. Je ne rentre pas dans un détail. Et puis, il y a le truc qu'on connaît tous et qu'on n'aime pas faire, mais qui rend vraiment service si on le fait bien, c'est le dossier MDPH pour aider aux différents aménagements. Donc, je ne rentre pas dans les détails. Le deuxième élément pour lequel on a développé des compétences, c'est le diagnostic d'une plainte cognitive et comportementale à l'âge adulte. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui vient vous voir à la consultation, qui est adulte, et qui vous dit « j'ai des difficultés d'attention ou j'ai des difficultés de coordination manuelle ». Et à ce moment-là, la question, c'est de faire un diagnostic à l'âge adulte d'un trouble neurodéveloppemental qui n'a pas été fait à l'âge dans l'enfance. Et ce qui nous arrive assez fréquemment, on l'a vu avec mes collègues ici toulousains, les enfants de ce patient viennent se faire diagnostiquer, par exemple, avec un TDAH, et le patient dit « mais en fait, cet enfant, c'est tout moi, et je suis en difficulté dans ma vie scolaire, puis universitaire, puis professionnelle, puis familiale, parce que j'ai la même chose que mon fils ou que ma fille, et donc j'aimerais me faire diagnostiquer. » Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Et on fait des diagnostics assez souvent, à l'âge adulte,
de troubles du développement de la coordination, du TDAH, parfois du trouble du spectre de l'autisme, dans nos consultations de neurologie dédiées à ces troubles du neurodéveloppement, avec une aide extrêmement importante qu'on apporte, et plus le diagnostic est fait précocement, plus on peut aider le parcours scolaire, le parcours universitaire, l'adaptation professionnelle, parfois avec des mesures de rééducation et de la pharmacologie. La chose qui est difficile pour nous à l'âge adulte, c'est que si les symptômes sont assez purs sur le plan cognitif et comportemental chez les enfants, chez l'adulte, il y a souvent une comorbidité psychiatrique qui est extrêmement importante, avec des réactions anxio-dépressives, avec d'autres comorbidités, et en particulier, un point qui est extrêmement important, c'est le problème de l'addiction. Souvent, des patients qui ont un trouble du neurodéveloppement vont développer des addictions pour éviter, par exemple, pour limiter leurs troubles du comportement, leur impulsivité, ils vont se mettre à consommer des toxiques pour les apaiser en attendant de vous rencontrer. Et à ce moment-là, on est obligé de faire un lien avec les psychiatres parce que parfois les comorbidités sont compliquées. Je pense en particulier au diagnostic différentiel avec les troubles de la personnalité. Donc, on a besoin souvent dans ces histoires d'avoir parfois l'œil d'un psychiatre pour nous aider. Et puis, il y a un troisième point qui est important. Pourquoi c'est intéressant pour le neurologue? Ce troisième point, c'est alors, quand on fait un bilan neuropsychologique, un patient a fait un AVC, a fait un traumatisme crânien, eh bien, pour ce patient, on va faire un bilan neuropsychologique et on trouve des atypies. On se dit, tiens, c'est bizarre, il a un profil cognitif qui est différent de ce qu'on s'attendait. Et donc, on va réinterroger le patient sur ces troubles du neurodéveloppement pour avoir un éclairage complémentaire de ce que le patient est en train de vivre, expliqué par l'AVC, par le trauma crânien, par la lésion cérébrale, à la lumière de ces difficultés cognitives qui étaient préexistantes à ce traumatisme crânien. Et puis, il y a un point qui est important, et je voudrais juste dire quelques mots là-dessus, c'est au moment de la consultation de mémoire, la personne qui vient nous voir avec une consultation de mémoire, et on pose la question assez souvent que quand ces maladies sont atypiques, dans des formes atypiques, eh bien, est-ce qu'il y avait de manière préexistante un trouble du neurodéveloppement? Alors, il y a pas mal d'articles, si je fais un focus en 2 minutes sur troubles de neurodéveloppement et maladies neurodégénératives, il y a quelques articles qui commencent à s'intéresser à savoir est-ce que le fait d'avoir un trouble du neurodéveloppement peut générer l'existence d'une maladie neurodégénérative atypique. C'est-à-dire que si jamais, par exemple ici, dans cet article, il montre que s'il y a un trouble du neurodéveloppement, il y a plus de chances d'avoir une forme atypique d'une maladie d'Alzheimer. Donc c'est un éclairage nouveau quand on a une maladie d'Alzheimer qui commence par un trouble du langage. On va se poser la question s'il n'y avait pas déjà un trouble spécifique du langage oral qui préexistait et qui a fait une forme de vulnérabilité cérébrale. Et cette vulnérabilité cérébrale fait que le premier réseau qui est touché dans la maladie neurodégénérative, eh bien, c'est le langage. Et donc, le patient va se présenter à la consultation de mémoire avec un trouble du langage qui inaugure cette maladie neurodégénérative du fait de la faiblesse de ce réseau. Alors, il y a beaucoup d'articles, quelques articles qui montrent ces histoires-là, en particulier cet article de cette équipe très connue de la côte ouest américaine, qui montre que quand on a un trouble du neurodéveloppement, eh bien, il faut, vous le voyez ici sur l'imagerie en bas à droite, eh bien, il faut juste une petite lésion cérébrale et une petite zone d'atrophie pour entraîner un trouble du langage, c'est-à-dire qu'il y a déjà un réseau qui dysfonctionne et il faut un tout petit attaque neuronale par la maladie neurodégénérative pour que le patient devienne aphasique par rapport à quelqu'un qui n'a pas de pathologie de neurodéveloppement. Alors, il y a d'autres articles, je ne peux pas rentrer dans le détail de tous, mais qui montrent des choses similaires en disant que ce trouble de neurodéveloppement est en fait un maillon faible qui est le premier qui est attaqué lors de la pathologie neurodégénérative. Alors, la question, c'est comment on se débrouille, nous, à nos consultations, pour mettre en évidence, dans le cas d'une consultation de mémoire, donc des gens qui ont 60, 70 ans, comment on se met en évidence ce trouble du neurodéveloppement? Eh bien, ici, cette équipe a proposé, l'équipe de Boston a proposé un questionnaire qui permet de mettre en évidence ces troubles du neurodéveloppement avec des questions qui sont relativement simples. Et je fais un peu de pub parce que c'est important, le GRECO, le groupe de réflexion sur l'évaluation cognitive, a développé un questionnaire qui s'appelle, dans une commission qui s'appelle le GREDEV, et vous allez trouver en lien dans le chat donc ce lien qui vous permettra d'avoir accès au questionnaire qui permet de vous faire une idée de comment on peut évaluer ce trouble du neurodéveloppement en français dans nos équipes de consultation mémoire. Alors, je vais m'arrêter là. Il va y avoir maintenant un focus dédié aux troubles du déficit d'attention avec hyperactivité. Donc, je vous présente l'équipe. L'équipe ici, donc il y a une partie d'équipe toulousaine et puis une équipe de Besançon. Donc, le docteur Émilie Milongo-Régal, qui est neurologue, qui travaille avec nous sur cette consultation dédiée au TDAH et qui a une consultation également dans une clinique toulousaine, son activité principale. Et donc, il va faire un résumé de
les critères diagnostiques et de la méthode diagnostique du TDAH chez l'adulte. Donc, elle a une expertise sur ce point-là. Puis ensuite, Mélanie Planton, qui est psychologue spécialisée en neuropsychologie, qui travaille dans notre équipe, va vous expliquer pourquoi il est intéressant de faire un bilan neuropsychologique et qu'est-ce qu'on peut en attendre. Et donc, là aussi, Mélanie a développé une expertise avec plusieurs centaines de patients qui ont ces troubles du neurodéveloppement et elle va vous expliquer la sensibilité à la spécificité du bilan neuropsychologique. Et puis, enfin, Éloi Magnin, je n'ai pas trouvé de photo pour lui. En tout cas, on s'est accordé que je ne mettrai pas la photo qui est sur Internet. Et donc, je va présenter une chose qui est extrêmement importante, c'est les modifications de prescription des traitements pour le TDAH, en particulier la prescription de méthylphénidate, qui est un sujet toujours extrêmement important, extrêmement utile pour les patients quand on le prescrit bien. Et les règles de prescription ont un peu été modifiées au début, enfin à la rentrée universitaire 2021. Et donc, Éloi nous fera un petit résumé de ce qu'on peut faire et quel est le bénéfice, quels sont les bénéfices et utilités de ce type d'approche. Voilà, je passe la main au docteur Milongo Rigal. On ne t'entend pas. C'est bon, vous m'entendez? C'est parfait, Émilie. Parfait, pardon. Bonjour, merci beaucoup. Alors, le TDAH, donc, ou trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité, a une prévalence variable selon les études, mais estimée à 6% chez les filles, 7% chez les garçons et environ 2% chez les adultes. L'âge moyen du diagnostic se fait autour de l'âge de 9 ans. Et donc, dans le DSM-5, qui est maintenant la référence pour le TDAH, il apparaît parmi les troubles du neurodéveloppement, comme vous l'a dit Monsieur Pariente, alors que jusqu'à présent, il faisait partie des troubles du comportement. Donc, il s'agit d'un trouble de la modulation, donc de la modulation des idées, c'est l'inattention, de la modulation des mouvements, qui se caractérise par l'hyperactivité, de la modulation du comportement, donc qui va se manifester par de l'impulsivité, et des émotions, c'est ce que l'on appelle l'hyperréactivité. Donc aujourd'hui, on se base sur les critères définis dans le DSM-5, qui sont donc des critères d'inattention. Donc l'inattention, c'est l'impossibilité à saisir l'information pertinente quand il existe des distracteurs, donc une difficulté à soutenir son attention. Donc comment ça se manifeste? Le patient rapporte souvent des oublis en mémoire à court terme, la perte d'objets, le sentiment de perdre le fil des conversations, une distractibilité, une tendance à la procrastination, une difficulté parfois à s'engager dans une tâche ou même à terminer ses projets, une difficulté à soutenir son attention dans le temps. L'hyperactivité, on distingue l'hyperactivité physique ou motrice et l'hyperactivité psychique. L'hyperactivité physique, c'est une activité motrice excessive, non finalisée ou précipitée. Le patient va avoir du mal à rester assis à table, à rester assis en classe. Donc, ça peut être ça, ou ça peut être des impatiences motrices seulement, donc avec une nécessité de remuer les mains et les pieds. L'hyperactivité psychique, c'est, ils nous disent, le sentiment que le cerveau, finalement, est toujours en action, qu'une idée en entraîne une autre, et ainsi de suite. L'impulsivité, enfin, donc il y a plusieurs champs dans l'impulsivité. Excusez-moi, je veux un petit. Voilà. C'est donc un manque de contrôle dans les réponses motrices, cognitives et émotionnelles. Donc ça va être le fait de couper la parole, de terminer la phrase à la place des autres, des difficultés à attendre son tour, ou alors des achats compulsifs, des compulsions d'ordre alimentaire.
À la consultation, on s'aide souvent d'échelles d'auto-évaluation. Donc, il en existe plusieurs, mais nous, celles que l'on utilise, c'est celle-ci. Elles se composent en 2 parties. Donc, c'est des auto-questionnaires. On demande aux patients de le remplir seul ou avec un proche. Par exemple, à quelle fréquence avez-vous de la difficulté à finaliser un projet une fois le gros du travail effectué? Le patient va répondre entre jamais et très souvent. La première partie de cette échelle est assez spécifique. Donc, en aucun cas, ça va permettre de faire un diagnostic, mais on sait que quand il y a un grand nombre d'items dans le jaune, ça va nous pousser à faire des investigations plus approfondies et ça aide à la consultation d'amener les patients vers les critères diagnostiques. Donc, quelles sont les nouveautés dans le DSM-5 ? Jusqu'à présent, il fallait que les symptômes d'inattention, d'hyperactivité ou d'impulsivité soient présents avant l'âge de 7 ans. Aujourd'hui, les critères sont moins restrictifs. On s'attend à ce que les symptômes soient présents avant l'âge de 12 ans. Il faut qu'ils soient constants sur les 6 derniers mois. Et pour porter le diagnostic, il faut qu'il y ait 6 symptômes d'inattention et ou d'hyperactivité et d'impulsivité. Après 17 ans, donc quand on passe à l'âge adulte, on n'attend que 5 critères. Là aussi, on a élargi un petit peu les critères diagnostiques. On va pouvoir ainsi définir des types de TDAH. Le type mixte, quand un patient aura à la fois des critères d'inattention et d'hyperactivité, donc TDAH ou TDAHI. Un type inattentif, quand la dominante déficitaire de l'attention sera prédominante, donc ça c'est le TDA. Ou encore un type avec hyperactivité ou impulsivité prédominante. Dans le DSM-5, il est dit qu'il ne faut pas qu'il y ait de maladies psychiatriques ou d'autres pathologies neurodéveloppementales susceptibles de mieux expliquer les symptômes. Mais la nouveauté, c'est que il est admis qu'il peut y avoir des comorbidités. Et il n'y a plus les diagnostics d'exclusion comme il y avait avant. Avant, on disait ce patient a un trouble du spectre de l'autisme, donc il ne peut pas avoir de TDAH. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et le patient peut tout à fait avoir les deux. Ce qui rend les choses vraiment compliquées à la consultation. Donc, ces diagnostics différentiels, les questions que l'on se pose, savoir si ce n'est pas un TDAH, alors qu'est-ce que c'est? Donc on se pose la question toujours d'un autre trouble du neurodéveloppement. On sait que les gens qui ont un trouble spécifique du langage écrit ou un trouble de la coordination peuvent tout à fait avoir des troubles attentionnels satellites de ces pathologies-là, sans pour autant qu'il s'agisse d'un authentique TDA ou TDAH. Donc ça va être la question. De même qu'avec le trouble du spectre de l'autisme, il y a vraiment des traits communs entre ces 2 syndromes. Et donc, parfois, on se pose vraiment la question et donc on a besoin de l'aide des psychiatres ou du centre de ressources autisme à Toulouse pour faire vraiment la part des choses. La question que l'on se pose souvent aussi, c'est diagnostic différentiel avec la précocité intellectuelle. Donc, des enfants, enfin des jeunes adultes qui ont un QI supérieur à 130 peuvent avoir une présentation parfois parce que du fait de leur capacité, ils peuvent s'ennuyer et donc présenter un trouble de l'adaptation. Et donc, ils peuvent avoir vraiment des caractéristiques communes avec le TDAH. Et on sait qu'un tiers des patients qui ont une précocité intellectuelle ont aussi un trouble du neurodéveloppement. Les pathologies psychiatriques, donc comme le disait M. Pariente, ces patients ont très souvent à l'âge adulte des comorbidités psychiatriques. Et donc, des patients qui ont un trouble anxieux ou un trouble de l'humeur peuvent tout à fait avoir des difficultés d'attention. La question va se poser également avec des troubles de la personnalité borderline qui peuvent avoir de la modulation des émotions ou également une intolérance à la frustration, donc qui en fait des éléments quand même communs de diagnostic différentiel. Voilà essentiellement les questions que l'on se pose. Je m'y les oubliés, c'est parce qu'ils ne font pas partie des critères, mais c'est 2 éléments qui me paraissent vraiment importants et que les patients rapportent toujours. C'est la dysrégulation émotionnelle. Ces patients ont une labilité émotionnelle qui se caractérise souvent par une plus faible tolérance à la frustration, une irritabilité, des émotions changeantes, soudaines. Et ces patients vont, du fait de l'impulsivité, avoir des difficultés à inhiber un comportement spontanément provoqué en réponse à une émotion positive ou négative. C'est ce qu'on appelle l'hyperréactivité. Et enfin, ce que l'on appelle le fardeau compensatoire, ces patients, à cause de leur trouble de l'attention, vont devoir mettre en place des mécanismes d'adaptation et de compensation, mais au prix d'une énergie déployée importante. Et donc souvent, les patients disent « je rentre du travail, je suis épuisé, je m'effondre sur le canapé ».
Et donc, c'est un signe qui peut paraître comme ça peu spécifique, mais en fait, voilà, il faut savoir à quoi il correspond et souvent, c'est retrouvé chez les patients. Juste une vignette sur le TDAH chez les filles. Je vous disais tout à l'heure, la prévalence chez les garçons est un peu plus importante que chez les filles, avec un ratio de 1 à 2 pour 1. Souvent, c'est au moment du diagnostic chez le petit frère qu'on se pose la question, finalement, chez sa grande sœur. Pourquoi c'est sous-diagnostiqué chez les filles? C'est une revue qui a été publiée récemment par Young et collaborateurs, qui mettait en avant le fait qu'il y aurait sans doute plus de formes inattentives et que l'hyperactivité et l'impulsivité seraient soit moins marquées, soit se manifesteraient différemment, par exemple par des paroles ou des rires inappropriés. Il y a aussi probablement un sous-dépistage des parents et des enseignants. Et une notion assez récente, intéressante, qui est celle d'une notion de camouflage, c'est-à-dire que les filles auraient probablement une meilleure conscience du trouble et mettraient en place des stratégies compensatrices. Donc, de ce fait, les filles diagnostiquées sont plus âgées, plus hyperactives et souvent plus sévèrement touchées. Donc, les facteurs de risque de TDAH, M. Parrington en a parlé déjà, donc il faut vraiment relativiser ça parce que c'est des odds ratios qui sont faibles et donc je pense qu'on ne peut pas établir de lien causal ni longitudinal entre ces éléments. Mais il y a tout ce qui est les causes anténatales avec les expositions in utero à des médicaments ou à un stress pendant la grossesse, des infections virales pendant la grossesse, bien sûr, la grande prématurité ou un poids de naissance faible, des complications périnatales, qu'elles soient ischémiques ou post-traumatiques, et des facteurs environnementaux comme des expositions au plomb ou aux pesticides, ou l'exposition aux écrans, bien que là encore, il n'y ait pas de lien causal établi. Donc, on voit une grande hétérogénéité dans ces causes. On sait aujourd'hui qu'il y a une héritabilité dans le TDAH grâce aux études menées chez les jumeaux, car ces études observationnelles montrent qu'il y a 74% d'héritabilité dans ces groupes de patients. On sait que souvent, il y a des troubles des apprentissages dans 30% des fratries de TDAH et dans ces études-là, 22% des TDAH avaient un membre de la famille TDAH. On a identifié aujourd'hui 12 voire plus variantes génétiques, surtout situées sur les récepteurs dopaminergiques et les transporteurs de la sérotonine. Il n'y a pas d'effet individuel de chacune de ces variantes génétiques. Il s'agit bien sûr d'un trouble polygénique et avec un grand rôle des mécanismes environnementaux épigénétiques. Chez l'adulte, on sait que 2/3 des enfants garderont des symptômes à l'âge adulte et 65% d'entre eux garderont un impact fonctionnel important du TDAH. Mais malgré tout, seuls 15% des adultes répondront aux critères actuellement en vigueur. Donc, il faut savoir vraiment, quand on fait le diagnostic à la consultation adulte, aller rechercher des signes d'hyperactivité et d'impulsivité de l'enfance parce que quand on avance en âge, ceux-là sont moins marqués. C'est très important d'en faire un diagnostic précoce. C'est là l'enjeu parce que quand on fait un diagnostic enfant, donc l'enfant qui a un TDAH, il a des difficultés dans les apprentissages, souvent une diminution des compétences sociales. Mais si on laisse aller le trouble sans le traiter, sans le prendre en charge, ces patients vont malheureusement connaître l'échec scolaire, ce qui va représenter une diminution, enfin être responsable d'une diminution de l'estime d'eux-mêmes, souvent d'un déficit motivationnel, et c'est à ce moment-là qu'ils vont se tourner vers des conduites addictives, des troubles des conduites, un isolement, et qu'il peut y avoir s'installer, donc on peut voir s'installer des troubles psychiatriques associés comme des comorbidités anxio-dépressives. Et à l'âge adulte, c'est des patients qui vont parfois installer un trouble de la personnalité, qui vont avoir des problèmes avec la justice ou des problèmes professionnels. Donc, plus le diagnostic est fait précocement, vraiment, mieux ça se passe. La place des examens complémentaires dans notre consultation, nous, on a pour habitude de voir ces patients de manière pluridisciplinaire, donc avec psychiatre, neuropsychologue, psychologue et neurologue. On propose à titre systématique une évaluation neuropsychologique et un entretien psychologique individuel. Et ensuite, le reste, l'on oriente au cas par cas si on a des arguments. Pour un trouble spécifique du langage écrit, on fera un bilan orthophonique. Si on a des arguments pour un trouble de la coordination, on fera un bilan psychomoteur.
L'IRM cérébrale, on ne la fait pas systématiquement si le TDAH est isolé, mais on le fait dès que l'on a un doute sur une pathologie du spectre de l'autisme, par exemple. Ensuite, une fois que l'on a posé le diagnostic de TDAH, c'est très important d'évaluer sa sévérité. Le DSM-5 classe en troubles légers, modérés ou sévères selon le nombre de symptômes et l'impact fonctionnel. L'impact fonctionnel doit être significatif dans au moins 2 domaines. Donc, le domaine scolaire, les activités sociales, les relations familiales ou le domaine professionnel. Donc, on peut tout à fait avoir des patients qui n'ont pas de gêne dans leur vie familiale, mais sans pour autant que ça remette en question le diagnostic. Ça fait vraiment partie des nouveaux critères. Ce n'est pas quelque chose qui doit être exclusif. On sait que l'impulsivité conditionne le pronostic social, l'inattention, le pronostic académique, et l'hyperactivité, le pronostic mise en danger, conduite à risque. C'est très important d'évaluer la sévérité parce que c'est ça qui va orienter en fait la prise en charge, qu'elle soit médicamenteuse ou non médicamenteuse, comme vous parlera le professeur Magnin tout à l'heure. Juste pour conclure, le diagnostic de TDAH chez l'adulte, c'est un diagnostic qui n'est pas facile parce qu'il est basé sur l'entretien clinique et c'est un trouble qui est à la fois hétérogène dans sa présentation clinique et dans son étiologie. Et les pathologies associées, qu'elles soient psychiatriques, neurodéveloppementales ou addictives, viennent là-dessus brouiller un peu les pistes. Et parfois, les symptômes du TDAH ne sont pas au premier plan. Donc, il faut savoir avec le temps revoir des patients qu'on traite pour une dépression, les revoir à distance pour voir un petit peu finalement ce qui reste une fois que la pathologie psychiatrique est prise en charge. Comment on pourrait améliorer nos pratiques? Peut-être essayer de mieux repérer ces patients en formant les professionnels de première ligne. Essayer de dépister les situations d'urgence parce qu'il y en a, parfois c'est des situations qui sont compliquées, et essayer d'améliorer le réseau enfants-adultes ou ville-hôpital pour une meilleure communication entre les professionnels de santé. Merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation. Je ne sais pas si les modérateurs ont évalué des questions, reçu des questions, ou est-ce qu'on enchaîne, on discutera à la fin? Alors, pour le moment, il n'y a pas de questions dans le chat en dehors de questions toutes simples qui étaient liées au lien, par exemple. Mais j'en profite juste pour vous dire de ne pas hésiter à les poser au fur et à mesure et ensuite on les centralisera. Mais peut-être, Ziad, si tu as des commentaires ou des choses à signaler, n'hésite pas maintenant et ensuite on enchaîne. Alors, on enchaîne avec Mélanie Planton, qui est donc psychologue spécialisée en neuropsychologie, qui travaille donc dans notre unité, donc avec Émilie et moi, entre autres, parce que l'équipe est plus large que ça. Il y a aussi le docteur Juliette Salle, qui est psychiatre, Béatrice Lemel, qui est neuropsychologue également, et Marianne Cousineau, qui est psychologue clinicienne. Et donc, c'est dans cette équipe, avec cette vision multiple, que on peut avancer sur des diagnostics et des prises en charge. Donc là, le focus de Mélanie sera sur l'évaluation neuropsychologique des patients donc suspects de troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité. Mélanie. Oui, merci. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parfaitement bien. Allez, super. Le PowerPoint, le voici. Donc, bonjour à tous. Merci pour cette invitation. En effet, je vais vous parler du bilan neuropsychologique, de sa place et de son intérêt dans le diagnostic du TDAH de l'adulte. Comme vous le savez, comme l'ont présenté mes collègues, le TDAH va être caractérisé par une symptomatologie inattentive et ou hyperactive et ou impulsive. Donc, 3 présentations possibles selon les critères du DSM-5. L'impact de ce trouble, de ce syndrome est multiple et va concerner tant les sphères familiales, sociales et académiques et va souvent être associé à des comorbidités, qu'elles soient développementales ou psychiatriques, qui vont en effet venir masquer et ainsi brouiller
le diagnostic. Aujourd'hui, à ce jour, alors que des caractéristiques génétiques, biologiques, de neuroimagerie, des caractéristiques cliniques ou encore neuropsychologiques ont été associées à ce syndrome du trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, aucun de ces marqueurs n'est à ce jour suffisant à lui-même pour expliquer et pour permettre le diagnostic. Donc, ce diagnostic qui va être basé sur l'entretien rétrospectif des difficultés de l'enfance et des difficultés actuelles. Donc, je vais focaliser mon attention, et c'est le cas de le dire, sur les données neuropsychologiques. Pourquoi? Parce que l'une des expressions du TDAH est cognitive et qu'à ce jour, un des modèles qui reste explicatif de la symptomatologie de ces patients concerne le trouble de l'inhibition par le modèle de Barclay qui a évolué au cours du temps. Alors, pour reprendre les caractéristiques neuropsychologiques des patients avec un TDAH, j'ai décidé aujourd'hui d'illustrer ces propos et ces données à travers l'analyse de méta-analyse chez l'adulte. Pourquoi? Parce que la littérature est extrêmement impressionnante et agrémentée tous les jours de nouvelles données. Quand on fait un focus sur les études publiées dans le TDAH de l'adulte, à travers ces méta-analyses, on en identifie aujourd'hui 9 qui concernent des effectifs relativement importants, puisque certaines études vont aller jusqu'à inclure 1070 patients. Et vous voyez que l'âge à l'inclusion et au moment du bilan neuropsychologique se fait entre 19 et 47 ans pour les patients ici étudiés. Si on reprend ces données, alors ce tableau peut paraître un peu compliqué, mais je vais vous le détailler. Donc, vous avez ici ces 9 études qui sont représentées avec les auteurs principaux sur la colonne de gauche, l'âge moyen au moment de l'inclusion de ces patients et du bilan neuropsychologique, donc des patients, on l'a dit, entre 19 et 47 ans pour un âge médian. Ici, je vous ai résumé l'ensemble des fonctions cognitives qui ont été évaluées à travers ces méta-analyses et je vous ai résumé ici dans cette colonne les résultats neuropsychologiques qui sont exprimés à travers 2 indices statistiques qui sont le D de Cohen ou encore le G de Edge qui sont des mesures de taille d'effet. Donc, on sait qu'un résultat peut être significativement différent entre 2 populations, mais ces 2 mesures statistiques vont nous donner justement la taille de l'effet et on considère que cette taille est faible quand la valeur du D ou du G est égale à 0,3, qu'elle est modérée si elle est équivalente à 0,5 et qu'elle est large, que l'effet est large s'il est supérieur à 0,8. À travers l'analyse des domaines cognitifs investigués, on peut voir que le fonctionnement exécutif est largement investigué dans ces populations de patients, suivi du fonctionnement attentionnel. De façon moins évidente, on observe une évaluation de la mémoire et encore des évaluations du quotient intellectuel, sans doute par extrapolation à ce que l'on sait des données chez l'enfant. Maintenant, quand on regarde justement ces données et les résultats de ces méta-analyses chez l'adulte, on voit que les valeurs de D de Cohen ou encore du G de Edge sont considérées comme larges, donc importantes pour plusieurs fonctions cognitives et concernent le fonctionnement mnésique, les fonctions d'inhibition, de vigilance, de flexibilité mentale ou encore d'attention. On peut donc conclure à une atteinte neuropsychologique multidomaine présente chez ces patients TDAH, néanmoins à une absence de spécificité neuropsychologique quant au processus majoritairement impliqué dans ces manifestations-là. De la même façon, on pourrait interroger la nature des processus en mémoire impliqués. Est-ce qu'il s'agit vraiment d'une atteinte mnésique de type épisodique, comme on le sait dans certaines maladies neuroévolutives, ou alors est-ce que c'est l'impact attentionnel qui lui-même va se répercuter sur les fonctions mnésiques? Ça, la littérature n'a pas encore conclu quant à cette question. De la même façon, en regardant ces résultats, puisque seules les fonctions ici surlignées en bleu attestent d'un effet large, on va conclure à des tailles d'effet le plus souvent de petite taille pour discriminer la population expérimentale de la population contrôle avec, je vous l'ai souligné ici, Mossert et collaborateurs dans sa méta-analyse de 2015 qui va nous rapporter que certains patients TDAH auraient des performances équivalentes à celles des sujets contrôle, voire des scores cognitifs supérieurs à celles de la population contrôle. Néanmoins, dans cette analyse de la littérature au travers du prisme de ces méta-analyses, il y a quand même des biais méthodologiques importants. Le premier, c'est que à travers ces études, peu
vont contrôler l'impact des comorbidités psychiatriques et neurodéveloppementales. Or, on sait à quel point l'humeur, une altération de l'humeur ou du comportement va elle-même impacter la cognition. De la même façon, aucune d'entre elles ne vont aller cibler l'analyse du profil neuropsychologique en fonction de la présentation du TDAH, à savoir inattentif versus mixte versus hyperactivé ou impulsif, ou encore vont contrôler, peu d'entre elles, l'impact d'une prise de psychostimulants, donc des médicaments associés au TDAH, sur les performances neuropsychologiques. Donc on a des résultats aujourd'hui qui sont extrêmement hétérogènes et sans consensus établi sur les fonctions neuropsychologiques les plus spécifiques à ce syndrome du TDAH. Une autre partie de la littérature va, elle, interroger la valeur prédictive, la valeur additionnelle du bilan neuropsychologique dans le diagnostic du TDAH. Je vous ai ici résumé, ou en tout cas affiché 2 études, celle de Lovejoy et collaborateurs en 1999, ou encore plus récemment, celle de Peterson et collaborateurs en 2015. Toutes deux incluent des petits échantillons, 26 adultes TDAH versus 60 adultes TDAH pour Peterson et collaborateurs. Vous le voyez avec des âges médians à l'inclusion de 41 ans et de 28 ans. Peut-être je fais un focus rapide sur la tâche de 2015 de Peterson qui, elle, va notamment utiliser et tester la valeur prédictive d'un test bien connu qu'on appelle le CPT pour Continuous Performance Test, qui a été identifié comme le test peut-être le plus spécifique à cette population de TDAH. Donc c'est un test où le patient va devoir systématiquement, donc des chiffres, il y a différentes modalités de présentation de ce test, mais des chiffres ou des lettres vont lui être présentés, il devra systématiquement appuyer et finalement, on va lui demander d'inhiber sa réponse au moment où la cible apparaîtra. Et quand on regarde le détail de ces études et les résultats sur les mesures de validité intrinsèques de ces outils, alors que ces outils nous montrent des différences entre la population contrôle et la population TDAH, quand on regarde les valeurs prédictives positives ou négatives de nos outils neuropsychologiques, elles sont satisfaisantes pour prédire un TDAH lorsqu'il y a une altération à un de ces tests neuropsychologiques, donc avec des valeurs entre 80 et 100% de bons diagnostics. À l'inverse, les valeurs prédictives négatives sont insatisfaisantes puisqu'elles sont ici équivalentes au hasard à 52% versus entre 50 et 69% dans l'étude de Lovejoy. Donc, ça veut bien dire que la puissance, donc la prédiction négative suggère qu'un score normal ne permet pas de prédire l'absence de TDAH. Ainsi, on a des résultats neuropsychologiques non consensuels puisqu'il y a une hétérogénéité clinique importante et donc une absence de mesures ou de fonctions cognitives spécifiques à cette population, avec certains auteurs qui nous disent que des patients TDAH pourraient performer de façon plus importante qu'une population contrôle. Une absence d'altération cognitive au bilan neuropsychologique qui n'exclurait pas un syndrome de TDAH puisque les valeurs prédictives négatives, on l'a vu, restent insatisfaisantes avec nos outils. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de test neuropsychologique suffisamment spécifique pour confirmer ou infirmer la présence d'un TDAH au niveau individuel. Ces données donc, nous invitent en tant que neuropsychologues à aller développer des outils et aller capturer des mesures peut-être un peu plus efficaces que des pourcentages de bonnes réponses ou encore des temps de réaction médians à nos tests et peut-être basés sur des mesures qui vont contraindre le patient ou encore imposer des sortes de restrictions, de récompenses une fois la réponse du patient étant bonne ou mauvaise. Néanmoins, il reste plusieurs intérêts à aller réaliser un bilan neuropsychologique malgré cette absence de consensus dans cette littérature. Le premier, c'est que l'analyse des résultats au bilan neuropsychologique va permettre d'augmenter la métacognition des patients par l'identification de ses forces et de ses faiblesses cognitives. Plus le patient sera métacognitif, plus il sera à même d'identifier les situations problématiques dans sa vie de tous les jours et donc d'aller implémenter des stratégies compensatrices pour aller faciliter et donc ainsi réduire ses incapacités au quotidien. Donc ça peut se travailler avec le neuropsychologue en fin de consultation, donc par l'analyse des résultats ou sur des séances dédiées
dans le cadre d'une remédiation cognitive. Donc, ce bilan va permettre justement d'aller identifier quantitativement ou qualitativement par l'interprétation du neuropsychologue ses forces et ses faiblesses cognitives. De la même façon, il permettra une compréhension de la sévérité de l'atteinte fonctionnelle en vie quotidienne pour ainsi mettre en place des aménagements et des aides et ainsi développer des stratégies de compensation ou de facilitation pour améliorer son fonctionnement cognitif et donc l'interface avec son environnement. Le bilan neuropsychologique va permettre aussi donc l'identification, alors c'est pas toujours le cas, mais en tout cas l'œil aguerri du psychologue spécialisé en neuropsychologie pourra permettre l'identification des comorbidités neurodéveloppementales, mais également psychiatriques, par certaines faiblesses qui seraient peut-être moins spécifiques au TDAH, mais plus qui orienteraient le praticien vers un trouble de la coordination parce que le patient montre des difficultés visio-spatiales ou encore des faibles capacités de rotation mentale qui orienterait plus vers un TDC ou un ralentissement important de la vitesse de traitement de l'information. Donc, on l'a dit, l'identification de ces comorbidités. Et enfin, le bilan neuropsychologique permettra et donc l'analyse des résultats qualitatifs et quantitatifs vers une orientation sur des prises en charge non pharmacologiques adaptées en fonction des besoins cognitifs et des profils neuropsychologiques observés. Et enfin, il semble un outil important pour suivre et monitorer les changements dans les habiletés cognitives, dans les changements d'humeur, mais également monitorer l'effet des traitements chez les patients TDAH et plus généralement qui ont un trouble du neurodéveloppement. Je vous remercie pour votre attention. Donc, moi, je vous propose qu'on enchaîne avec la présentation de Éloi et puis il y a quelques questions sophistiquées qu'on voit arriver, auxquelles on répondra à la fin, si vous voulez bien. Oui, c'est parfait. Continuez de poser vos questions. On est en train de les répertorier et on pourra y revenir juste après la quatrième présentation. Éloi, vous c'est à voyez bien toi. mon écran? Il faut juste C'est que tu bon, le mettes vous en mode voyez mon présentation. Hop. Afficher l'écran, c'est bon? Il faut que tu te mettes en mode présentation, simplement. Ouais, oui, d'accord, très bien. Hop, c'est pas sûr. Ah. Alors, donc je me suis concentré vraiment sur le traitement pharmacologique et je n'aborderai pas les prises en charge non médicamenteuses là ce soir en un quart d'heure parce que voilà, dans un syndrome où il y a de l'hyperactivité, là ça s'active, mais enfin dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'on a eu quand même pas mal de bonnes nouvelles l'année dernière et cette année autour de la prise en charge médicamenteuse du TDAH. Alors, quand on parle de médicaments, on commence toujours par parler de ces possibles conflits d'intérêts. Donc voilà, j'ai mis un peu mes déclarations d'intérêt, mais ça n'a jamais été dans le cadre finalement de la prise en charge du TDAH et des traitements actuellement qui sont proposés. Les nouvelles, donc les nouvelles un petit peu du front, c'est que on en a fini quand même de la prescription de méthylphénidate hors AMM, qui jusqu'à présent en refroidissait beaucoup. Et puis je vous parlerai un petit peu de mon expérience à la fin sur le fait que j'étais pas forcément convaincu non plus de la prescription de ce traitement avant de me jeter à l'eau. Et finalement, depuis le début 2021, autant la NSM que l'HAS a apporté quand même des extensions d'indication pour le traitement chez l'adulte par méthylphénidate. Et puis, à la fin 2021 aussi, on est sorti de la prescription uniquement hospitalière pour que la prescription initiale puisse être faite par des médecins spécialistes aussi en ville. Et il a été retenu quand même que le service médical rendu était un service médical important. Et donc, là, encore une fois, il y a toute une place pour la neurologie comportementale dans cette prise en charge. Et puis, on est quand même assez content d'avoir un traitement, une thérapeutique pro-cognitive
pour des gens qui s'intéressent à la cognition. C'est suffisamment rare pour le souligner. Donc un petit rappel sur le méthylphénidate, qui est un traitement plutôt classé dans les psychostimulants, un dérivé de la piperidine, qui est en fait le principe actif du poivre et qui a une analogie structurelle avec les amphétamines. Et son activité en fait aux doses thérapeutiques, c'est surtout que ça inhibe la recapture et ça augmente donc la concentration synaptique de dopamine, de noradrénaline, un peu moins aussi sérotoninergique. Par contre, aux doses thérapeutiques habituelles, on n'a pas réellement l'effet des amphétamines avec un relargage direct de dopamine aux doses habituelles. Donc, j'ai essayé de faire quelque chose d'assez pratico-pratique. Le méthylphénidate, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Alors déjà, il faut s'assurer qu'on ait une bonne indication pour ça. Donc, il faut toujours vérifier, il y a des items qui sont à vérifier de manière un peu systématique, le poids, la tension artérielle, la fréquence cardiaque, pour savoir si vraiment on n'est pas chez des gens qui sont un peu à risque de faire des complications. Il faut s'assurer qu'il n'y ait pas des antécédents familiaux cardiovasculaires majeurs. Dans les recommandations de l'HAS, il est recommandé qu'il y ait un avis systématique auprès d'un cardiologue, alors que la toxicité finalement cardiovasculaire du méthylphénidate est quand même pas si importante que ça. Je pense qu'au moindre doute, il faut prendre un avis psychiatrique parce qu'on est quand même face à un psychostimulant et si on est déjà pas sûr de son diagnostic de TDAH ou alors s'il y a un diagnostic différentiel ou s'il y a une comorbidité, il faut essayer de bien être certain de ce qu'on fait. Et, par exemple, dans le cadre d'une schizophrénie, c'est une réelle contre-indication parce qu'on peut vraiment décompenser les patients et entraîner des syndromes délirants. Chez les patients qui ont une maladie bipolaire, là encore, il faut être assez prudent. Il est possible de les traiter si vraiment ils sont très gênés par leur symptomatologie, mais uniquement s'ils sont bien stabilisés et s'ils ont un traitement thymorégulateur. La place du méthylphénidate dans le cadre de la prise en charge, elle peut aussi permettre de débloquer un peu la situation du point de vue psychiatrique. Et on sait que les patients qui sont pris en charge et traités par méthylphénidate sont moins à risque de développer les dépressions résistantes, finalement. On a toujours une certaine inquiétude avec l'addiction et la prescription, finalement, d'un stupéfiant. Alors qu'il semble que quand même ça puisse aider dans pas mal de situations les addictologues à prendre en charge les patients TDAH qui peuvent très fréquemment avoir des problèmes d'addiction associés. Et dans ce cadre-là, je crois que c'est vraiment nécessaire de discuter et qu'il y ait des échanges pluridisciplinaires, notamment entre neurologie et psychiatrie. Donc, le cadre de la prescription, c'est que la prescription initiale annuelle doit être fait par le spécialiste, maintenant qu'il soit hospitalier ou en ville. Le renouvellement au cours de l'année peut être fait tout au long de l'année par le médecin traitant ou tout autre médecin. Et donc, c'est une ordonnance qui est à faire sur une ordonnance de stupéfiants, donc ordonnance sécurisée, prescription en toutes lettres, pour 28 jours seulement, ce qui amène les gens à avoir un suivi régulier. Et voilà. Le choix des thérapeutiques, je vous ai mis un peu toutes les prescriptions, les molécules qui sont à disposition. En fait, c'est toutes du méthylphénidate qui peut avoir différents types de galéniques. Les traitements par libération immédiate sont assez peu utilisés, avec plus de risques finalement de mésusage et de risques un peu addictologiques. Ils peuvent servir tout de même par exemple, pour faire une titration, pour évaluer un peu la dose nécessaire pour les patients. Peuvent servir éventuellement quand il y a un creux en fin de journée aussi, éventuellement chez certains patients. Mais en général, on essaye d'utiliser au maximum des formes à libération prolongée, qui sont en fait pas exactement des libérations prolongées, qui sont une association de libération immédiate et de libération prolongée, ce qui fait qu'on a des pics de concentration qui peuvent être un peu biphasiques, comme ça dans les traitements, et on va choisir un peu en fonction des différentes molécules. La Ritaline qui va avoir
voilà, 2 pics, par exemple, chez des gens qui auraient besoin d'être vraiment pleinement efficaces dès le début de la journée, par exemple, alors que le Concerta a une efficacité, par exemple, beaucoup plus longue tout au long de la journée et couvre beaucoup plus entièrement tout au long de la journée. Le nombre de la posologie habituelle, on dit que c'est entre 20 mg à 60 mg. Dans le cadre de patients, notamment qui auraient des addictions et qui sont finalement très habitués à avoir des substances psychoactives, on peut être amené à avoir des doses beaucoup plus importantes. Et il peut arriver qu'on puisse monter jusqu'à environ 100 mg. D'ailleurs, les recommandations du NICE mettent 100 mg comme limite. Mais les recommandations de la HAS et de la NSM sont à 60 mg chez l'adulte, ce qui est quand même assez souvent dépassé dans le cadre de patients addictologiques. La prise en charge, comme on est sur des formes qui sont un peu mixtes entre libération immédiate et libération prolongée, on va privilégier une prise le matin, mais parfois pour couvrir vraiment tout au long de la journée, on peut rajouter une prise à midi. En théorie, étant un traitement psychostimulant, on essaye d'éviter de prendre des prises plus tardives dans la journée, mais il faut bien avouer qu'il y a tout de même certains patients avec un TDAH qui ont des troubles du sommeil qui sont finalement dus un peu à leur tachypsychie, à leur agitation. Et certains patients peuvent prendre une prise le soir qui les aide finalement à trouver le sommeil et à finalement débrancher un petit peu ce cerveau bouillonnant. L'augmentation des paliers, on dit qu'on va faire des paliers de 10 mg par semaine pour essayer d'arriver jusqu'à une dose qui soit la dose minimale efficace. La surveillance de ce traitement, on reste toujours sur une surveillance un peu classique, du poids, de la tension, de la fréquence cardiaque. Dans les études, ça fait un tout petit peu augmenter la tension et la fréquence cardiaque, mais ça ne majore pas les facteurs de risque cardiovasculaire en population générale. Mais si on est chez des patients qui ont d'autres facteurs de risque cardiovasculaire associés, déjà une hypertension par exemple, des choses comme ça, là, il faut quand même s'assurer qu'on ne les déséquilibre pas complètement. Bien sûr, il faut qu'on surveille la tolérance neuropsychiatrique et notamment chercher si on n'a pas, on ne va pas déséquilibrer un trouble du comportement qui aurait déséquilibré une pathologie psychiatrique qui aurait été méconnue. Et donc, on va essayer de chercher aussi à voir s'il n'y a pas, par moment, un mésusage des traitements pour s'assurer que voilà, on reste bien dans le cadre des bonnes pratiques de la prescription de ces traitements. Il y a un plan de gestion de risque européen avec finalement des checklists qui ont été développés pour voilà, valider un petit peu tous les items à vérifier à l'instauration du traitement et à vérifier au cours des visites de suivi. Et, ces checklists sont assez bien faites, elles datent de 2016, mais par contre, il y a quelques questions qui s'appliquent à l'enfant et pas seulement à l'adulte. Pour vous dire un petit peu mon retour d'expérience, initialement, il y a quelques années, je n'étais pas tout à fait convaincu de l'intérêt du méthylphénidate chez les patients adultes. Et finalement, c'est face à un patient qui était vraiment en grande souffrance, à la fois au niveau professionnel, avec des grandes difficultés, une grande instabilité professionnelle, mais aussi sociale, dans sa vie personnelle, avec sa famille, que voilà, j'étais un petit peu en difficulté pour lui proposer des choses. Il avait déjà essayé de faire des prises en charge psychologiques, des psychothérapies, de la thérapie cognitivo-comportementale. On était un petit peu en double la prise en charge non médicamenteuse. Et là, je vous ai mis son questionnaire, le questionnaire de l'ASRS, où on vous a présenté les 6 premiers items tout à l'heure. Là, et donc, voilà, finalement, j'ai essayé un peu en dépit, en me disant tente le tout pour le tout. Et finalement, je viens de le revoir aujourd'hui, donc ça tombait bien, et je lui ai fait repasser le questionnaire, et on voit que d'un questionnaire qui était positif pour quasiment pour tous les items, finalement, il est maintenant négatif pour tous les items. Il est ravi de ce traitement-là. Donc voilà, un petit peu, ça m'a convaincu d'essayer ce traitement. Ça, c'est une histoire de chasse, c'est un retour d'expérience, ça ne relate pas l'efficacité que ça peut avoir chez tous les patients. Donc,
il y a des méta-analyses qui ont été faites pour essayer de valider un peu ce sentiment-là. Et on voit que dans le cadre des méta-analyses, effectivement, le méthylphénidate apporte vraiment un plus dans la prise en charge des patients. Et donc, à mon avis, ça doit faire partie des outils dont on doit se saisir. Là, dans la méta-analyse, on voit un peu toutes les autres options thérapeutiques qui peuvent exister dans la prise en charge du TDAH qui, malheureusement, sont assez compliquées à mettre en œuvre et à avoir accès, et notamment les demandes d'ATU pour les patients ayant un TDAH peuvent parfois relever du parcours du combattant. Donc, je ne développerai pas cela ce soir. Mais voilà, il y a un arsenal thérapeutique qui va peut-être, dans les années à venir, s'étoffer encore même un peu plus. Juste une petite remarque, il n'y a pas réellement d'intérêt pour le TDAH en lui-même, des traitements antidépresseurs, neuroleptiques ou anxiolytiques. C'est des traitements qui sont à réserver pour la prise en charge des comorbidités associées qui sont effectivement très fréquentes, mais de prescrire un IRS, par exemple, n'est pas une prescription qui va s'occuper du TDAH et donc on ne s'occupera pas de la cause primaire d'un syndrome dépressif réactionnel aux difficultés, par exemple. Juste pour vous dire, voilà, ça fait partie des recommandations quand même. Il y a des recommandations européennes, recommandations aussi du NICE en Grande-Bretagne, qui considèrent que le traitement médicamenteux doit être proposé quand même plutôt en première intention chez l'adulte, ayant un TDAH avec une gêne importante au quotidien, ce qui ne met pas complètement du tout de côté la prise en charge non médicamenteuse, qui peut être intéressante en add-on ou qui peut être intéressante pour les TDAH qui sont plus modérés aussi. Et donc voilà, juste pour finir, vous avez fait passer un petit questionnaire dans le chat pour l'étude un petit peu de l'intérêt des neurologues et de la neurologie pour la prise en charge et la connaissance un petit peu que peuvent avoir les neurologues sur les troubles neurodéveloppementaux de l'adulte. Et je vous serais très reconnaissant de bien vouloir le remplir si vous avez 5 petites minutes. J'en ai fini. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de questions, mais peut-être une remarque, je me permets, après une expérience pratique de maintenant une douzaine d'années où j'ai été amené à prendre en charge les enfants puis les adultes, beaucoup avec TDAH. Juste signaler à nos collègues qui nous écoutent, à nos confrères, qu'avec la libération de la prescription du méthylphénidate et puis la pub qui existe sur Internet, on risque d'avoir beaucoup de demandes et qu'il faut rester humble et méfiant sur la réponse. Tout ce qu'on vous a montré, c'est les difficultés à poser un diagnostic. On est dans un cadre d'une situation qui n'est pas habituelle chez les neurologues, où c'est une maladie ou une situation à critères. Les psychiatres connaissent bien ça avec des critères parfois flous, contrairement à d'autres maladies à critères qu'on connaît en médecine, comme, je sais pas moi, le Bougereau ou d'autres connectivites, où on a quand même des arguments objectifs que l'on peut mesurer. Là, c'est difficile dans le côté subjectif d'identifier avec certitude ce qui se passe. La cause multidimensionnelle ou en tout cas multicausale des troubles de l'attention ont été amenées par les différentes présentations. Jérémy vous a dit au départ toutes les possibilités, mais aussi on le voit dans les questions qui sont posées sur le chat. Comment on fait la différence avec un trouble du sommeil? Un trouble du sommeil peut mimer un déficit d'attention si vous ne dormez pas. Un trouble bipolaire en état hypomane non traité, ça ressemble à un TDAH hyperactif. Et moi, j'ai eu l'expérience malheureuse d'avoir un passage en état maniaque chez une patiente où tous les critères étaient remplis. Mais quand je dis tous, c'est tous sans aucune exception avec un enfant TDAH dont je m'étais occupé. Et c'est l'exemple type où, ah, mais moi, j'étais comme mon fils. Et on fait tous les travaux, on met sous traitement. Elle a passé 3 mois en hôpital psychiatrique. Alors, elle est guérie depuis, puisque le diagnostic n'était pas posé. Cette expérience malheureuse lui a permis de rentrer. Elle va très bien. Mais donc, pour vous dire simplement de rester très attentif, on n'a pas de critères et on n'a pas l'habitude de ce genre de situation en neurologie. Nos confrères psychiatres ne sont pas toujours très
présents, même si les nouvelles générations sont beaucoup plus attentives à ces troubles neurodéveloppementaux. Au niveau des traitements, je rejoins ce que disait le professeur Magnin, mais je signale juste une petite chose qui est peut-être pratique, c'est le venlafaxine, qui n'est pas d'AMM, mais qui peut avoir un effet chez quelques-uns qui ont des associations anxieuses, parce qu'avec son côté noradrénergique, ça peut être intéressant. Voilà, c'était juste un mot pour la pratique. Rappelez-vous que les questionnaires, les échelles, elles ont une validité qui est vraie en positif si elle vient confirmer votre hypothèse, mais elles n'éliminent pas un diagnostic comme on vous l'a montré, et ce n'est pas suffisant. Voilà. L'IRM, il y a une question sur l'IRM, je me permets d'y répondre puisque j'y suis. L'IRM, si on a un trouble d'autisme ou en tout cas un trouble autre, chercher des troubles de la malformation, du corps limbique, de l'association de la substance blanche, des traumatismes néonataux, des infarctus dans les régions frontales ou plus profondes quelquefois. Mais ce n'est pas lié spécifiquement au TSA, c'est quand le diagnostic a été posé très tardivement qu'on doit se méfier de ce genre de choses. Après, une question que moi j'aimerais poser, et je ne sais pas ce que vous avez, Jérémy, dans votre la situation, c'est que deviennent les anciens TDAH confirmés qui deviennent vieux et qui commencent à développer une maladie neurodégénérative? Est-ce qu'ils ont une tendance à être plus vers une forme de démence frontotemporale ou bien est-ce que vous arrivez à sortir quelque chose? Parce que jusqu'à maintenant, je n'ai pas réussi à être convaincu par quelque chose de ce type. Donc, je te répondrai à ta question dans 4 ans, puisqu'on vient d'avoir un financement d'une ANR avec Mélanie Jucla qui fait de la neuropsycholinguistique sur cette question-là de l'interaction entre chacun des troubles du neurodéveloppement et les maladies neurodégénératives. Donc, c'est une vraie question qu'on est en train de se poser sur une large cohorte de patients. Il faut faire attention de manière très pragmatique. Ce n'est pas parce qu'on a un trouble du neurodéveloppement qu'on a un risque accru d'une maladie neurodégénérative. Ça, c'est vraiment un point qui est vraiment important. Mais il est possible, ce n'est pas encore prouvé, que d'avoir un trouble du neurodéveloppement génère, quand une maladie neurodégénérative arrive, une présentation atypique. Donc ça, c'est le point. Donc, après, on ne peut pas dire que le TDAH, ils font plus de DFT ou les TDC, ils font plus d'Alzheimer. Je ne veux pas du tout dire ça. Hein. Donc, la question, c'est surtout de la symptomatologie d'une maladie neurodégénérative quand on a eu un trouble du neurodéveloppement qui probablement peut varier. Et c'est sûr que maintenant qu'on a implémenté ce type d'approche dans notre équipe chez des adultes jeunes et qu'on continue notre consultation mémoire plus classique, cette approche, je dirais lifespan, hein, de toute la vie, est un éclairage extrêmement intéressant pour comprendre mieux les patients qui sont à 60, 70 ans qui viennent à nos consultations. Voilà. Mais après, le profil cognitif, je ne sais pas le dire. Il y a un truc sur troubles spécifiques du langage et aphasie primaire progressive. C'est des petits signaux, ça a été relayé, mais la littérature, contrairement à la neuropsychologie du TDAH, c'est 10 articles tout au maximum. Donc on ne peut pas. Je crois qu'il y avait Éloi qui voulait se prononcer là-dessus. Juste pour dire que sur le TDAH, c'est vrai qu'il commence à y avoir des études pour un petit sur-risque pour développer des troubles cognitifs majeurs. Mais si on prend en compte finalement les comorbidités fréquentes qu'ils peuvent avoir avec les facteurs de risque cardiovasculaire, parce qu'ils ont des troubles du comportement alimentaire, parce qu'ils ont des addictions, qu'ils fument, parce qu'ils ont des traitements psychotropes éventuellement, qu'ils ont été baignés toute leur vie de traitements psychotropes qui eux-mêmes sont à l'origine d'un syndrome métabolique. En prenant ça en compte, il y a, le signal est finalement plus mis en compte sur les facteurs de risque cardiovasculaire. Et il resterait simplement peut-être un petit doute sur un sur-risque dans le cadre de maladies à corps de Lévy. Là, on voit quand même un petit lien quand même avec le système dopaminergique et TDAH et maladie à corps de Lévy, mais ça reste tout à fait encore des pistes. Je pense qu'il y a des questions sur le trouble association avec l'anxiété. Peut-être, Émilie, vous voulez y répondre. L'importance avec les troubles du sommeil et la fréquence d'un. Pardon. Souvent, c'est des patients qui en effet ont des troubles du sommeil, en particulier un retard à l'endormissement avec un certain nombre de décalage de phase et souvent une comorbidité anxieuse associée de part à la fois de gènes
identifiés qui sont communs avec les gènes de vulnérabilité aux pathologies anxio-dépressives, mais également par ce que je disais, le vécu d'échecs successifs qui font qu'ils sont moins solides pour affronter aussi la vie et plus vulnérables à l'anxiété. Et les choses sont tout à fait intriquées parce que plus on est anxieux, plus on a des difficultés à se concentrer. Et donc, et ainsi de suite, c'est des choses qui les angoissent aussi d'être à nouveau en situation où ils vont faire des erreurs au travail. Donc, c'est vraiment intriqué. C'est rare, finalement, à l'âge adulte, d'avoir un TDAH pur, je dirais. Il y a au minima une pathologie anxieuse, au moins. Dans les questions très pratiques, excuse-moi, dans les questions très pratiques, il y a une question qui concerne le méthylphénidate et ses différentes formes. Est-ce que l'AMM est-ce que l'AMM est pour toutes les formes de méthylphénidate et est-ce que toutes les formes n'ont pas forcément le remboursement? Alors, comment est-ce que vous faites avec la CPAM et la pharmacie? Est-ce que vous avez des réponses à ça? Éloi, on te laisse répondre. Alors, l'AMM et toutes les bonnes nouvelles qui sont sorties initialement, c'était pour la Ritaline LP. Je pense qu'il va y avoir des extensions et des corrections qui vont être faites pour que ce soit toutes les formes de méthylphénidate. Je ne les ai pas vues passer officiellement. Donc, moi, je me suis plutôt précipité pour utiliser la Ritaline LP jusqu'à présent. Pour la poursuite des traitements chez l'adulte, on a le droit de reconduire aussi le Concerta chez des enfants qui passent à l'âge adulte. Voilà un petit peu. Je ne sais pas si les autres collègues ont d'autres expériences. Le Medikinet a une AMM européenne depuis un moment chez l'adulte, pas l'AMM française. Le remboursement n'est pas toujours acquis. Pratiquement tous les méthylphénidates, s'ils étaient commencés dans l'adolescence et on peut le continuer, on peut justifier d'un trouble CEPAS. Mon expérience et ma pratique, c'est comme on a un côté un peu limite, c'est que je ne m'hésite pas à mettre non remboursable. De toute façon, chez l'adulte, on n'est pas dans la même situation forcément que chez l'enfant où il y a les troubles scolaires. Et quelquefois, les adultes apprennent à l'utiliser ponctuellement quand ils en ont besoin, en réunion, dans des situations où ils ont besoin de beaucoup d'attention, d'organisation. Quelquefois, ça peut passer. Et ça évite parfois des mésusages. Alors, c'est une pratique qui, voilà, quand il y a des personnes qui sont en difficulté financière, écoutez, moi, je vous donne ma façon de faire. Moi, je le prescris et on discute ou on demande une autorisation auprès du médecin conseil. Après, ils ne viennent pas vérifier. Ils ne vérifient même pas que vous avez eu tous les ans une prescription par le médecin autorisé. Hein. Pour vous dire, là, je viens de voir un enfant, ça fait 3 ans que je ne l'ai pas vu et on lui renouvelle les ordonnances sans aucune discussion. L'important, c'est qu'on ait eu l'AMM européenne. Déjà, on peut, s'il y a un souci, on est dans une situation où on a des justificatifs scientifiques. Peut-être il y a une question aussi peut-être sur la prise en charge non pharmacologique. Peut-être Mélanie, tu peux dire un petit mot à ce sujet-là parce que je crois que c'est vraiment important de proposer chez ces patients, bien sûr, un traitement pharmacologique et pour ceux qui ont déjà prescrit ces médicaments, on a des effets qui sont parfois extraordinaires, hein, qui changent la vie de patients dans l'intégration sociale et professionnelle. Mais il y a aussi la prise en charge non pharmacologique qui doit être associée, hein, et donc cette prise en charge globale. Peut-être Mélanie, un mot sur les pratiques. Oui, autant chez l'enfant, ces pratiques et ces interventions non médicamenteuses, elles sont beaucoup plus systématiques et l'orientation vers des rééducations libérales est assez fréquente. Chez l'adulte, beaucoup moins et en fait, je crois qu'elles doivent être pensées en fonction des besoins cognitifs du patient, puisqu'on sait que c'est quand même des adultes qui vont compenser leurs difficultés et qui, par l'expérience et la répétition à des situations délicates, vont eux-mêmes s'adapter tant dans les choix professionnels qu'ils vont faire ou à défaut
à défaut contraints par l'environnement. Et de ce fait, la rééducation, en tout cas les interventions non médicamenteuses, elles sont vraiment dictées, à mon sens, par les besoins cognitifs et par le type d'altération cognitive. Parce que le trouble de l'attention, et notamment de l'attention soutenue, peut être pris en charge relativement facilement chez l'enfant dans une attitude de training. Néanmoins, chez l'adulte, il faut toujours penser à la balance bénéfice-coût, de venir une fois par semaine, voire 2 fois par semaine dans le bureau d'une orthophoniste pour aller rééduquer une attention, donc une capacité à maintenir son attention à long terme qui serait finalement mise en jeu dans tout acte de la vie quotidienne. Alors si sur les composantes de l'attention, peut-être de l'attention sélective ou sur des stratégies très compensatrices directes, il peut y avoir un bénéfice. Je ne suis pas sûre qu'elle soit réellement efficace sur des approches en remédiation cognitive pour travailler l'attention soutenue. Néanmoins, tout le travail qui peut se faire, c'est un travail sur le fonctionnement exécutif et notamment de penser les besoins et les stratégies les plus adaptées pour mieux s'organiser, pour mieux planifier son quotidien ou encore mieux apprendre à apprendre et à mémoriser des informations et ces approches. Donc, maintenant, pour faire plus large, elle passe d'une part donc par la rééducation cognitive. Il y a des techniques annexes qui se sont développées, des techniques annexes qui sont plutôt des vieilles casseroles comme le neurofeedback qui est de plus en plus utilisé, mais finalement, elles vont toutes viser à apprendre aux patients à devenir conscients de leur engagement et de leur désengagement attentionnel. Parce que l'attention, c'est finalement, elle s'applique implicitement. C'est des ressources qui sont déployées dans la vie de tous les jours. Et c'est finalement la première étape, à mon sens, c'est d'augmenter la métacognition de ces patients. Les rendre plus métacognitifs, donc plus sensibles à leur façon de fonctionner. C'est, à mon sens, une grande aide. Ça peut se faire relativement rapidement en quelques séances et donc travailler ces stratégies cognitives en fonction des demandes et des besoins au quotidien. Très bien. Bah, écoutez, merci vraiment à tous. Un grand merci à Jérémy Pariente d'avoir organisé ce webinaire, d'avoir invité un beau panel d'orateurs. Merci à Ziad aussi pour les discussions, les questions. Et aussi, je mentionne Marilyn Vaux de la SFN qui est à la technique et qui nous permet de faire ces webinaires. On était très nombreux, presque 300 au pic de participation. Je vous donne à tous rendez-vous probablement autour du 11 mai. Vous allez être on va vous confirmer la date bientôt. Et le prochain, donc ce sera le 3e webinaire de cette année, concernera la présentation neurodégénérative des encéphalites auto-immunes. Et ce webinaire sera coordonné par le professeur Jérôme Honora. Alors, bonne soirée à tous et un grand merci. C'était un sujet passionnant. Au revoir. Au revoir. À bientôt. C'était connecté.